Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Rechercher, nier, a été réalisée le 1er juin 2021. Reconnaître ce que je pense et ce que je ressens, c'est entreprendre une profonde quête intérieure difficile à mener, car elle implique de fouiller très profondément dans des aspects que nous ignorons ou que nous avons décidé d'oublier. Peut-être que s'engager résolument dans cette quête et transcender le déni de ce que nous portons en nous est l'un des grands défis. Recherche et négation sont deux clés intéressantes qui définissent le chemin de la transcendance. L'histoire de l'humanité pourrait se résumer au mot « recherche », car depuis l'apparition de cette espèce sur Terre, les humains se sont définis par leur caractère d'explorateurs dans des centaines de domaines différents. D'abord dans le monde extérieur, puis, par conséquent, dans le monde intérieur. D'une certaine manière, toute vie cherche, n'est-ce pas? C'est vrai. Dans un premier temps, la perte d'énergie, d'équilibre, nous rend instables, ce qui éveille le besoin qui nous fait passer d'un état statique à un état d'action, où l'énergie restante est mobilisée pour rechercher davantage d'énergie afin de combler le vide créé. Au niveau subatomique, cet échange d'énergie se produit par le biais de forces environnementales qui entourent les particules, leur extrayant de la charge, ce qui les oblige à chercher, à compenser cette perte en recherchant dans l'espace d'autres particules de charge équivalente sur lesquelles trouver une stabilité. Dans toute l'existence, ce schéma se répète, cherchant à obtenir des particules dotées de charges énergétiques qui équilibrent les structures, comme les photons provenant du Soleil. Cela génère des organismes atomiques plus complexes, afin qu'ils absorbent et captent ces photons, ce qui, dans leur composition chimique, commence à créer des structures organiques, c'est-à-dire flexibles, capables de s'adapter aux changements de l'environnement. Cela crée les premières cellules, et de là, les organismes multicellulaires. Ceux-ci se développent en fonction de la recherche de la lumière, se diversifiant dans une quête plus précise. Ce qui crée la diversité des algues et des végétaux. Et parmi eux, les insectes et les animaux issus des cellules protozoaires, qui se lancent à la recherche de végétaux ou d'autres animaux. Cette diversité des règnes de la nature conduit non seulement à une recherche de nutrition, ce qui a évolué pour devenir ce qu'on appelle la nourriture, mais aussi à un besoin primordial qui est de survivre, c'est-à-dire de pouvoir perdurer le plus longtemps possible. Cela engendre le développement du camouflage, de la mimétisation avec l'environnement, de la dissimulation pour ne pas être dévoré par les prédateurs. Se cacher comme clé de la survie, ce qui a donné tant de formes aux animaux et aux végétaux, des couleurs, des formes étranges. Et qui a forcé les prédateurs à développer leurs techniques de chasse et de poursuite, c'est-à-dire la recherche et le pistage de leurs proies. Les mammifères se sont spécialisés dans le type de chasse par le pistage, parmi lesquels les hominidés non seulement poursuivaient, mais concevaient également des stratégies de groupe et des outils à cette fin. Les premiers humains ont fabriqué des filets, des lances, des haches, des boleadoras, des boomerangs, qui leur permettaient de chasser, mais surtout l'intelligence qui leur a permis le pistage. Identifier la présence des animaux grâce à leurs traces, leurs odeurs, les branches et les feuilles, les poils, les changements dans le paysage, le climat. Cette analyse les a amenés à développer leur vision périphérique et à créer des cartes mentales
qu'ils ont pu partager avec d'autres par la communication et la tradition. Et nous sommes devenus des chercheurs. Des nomades, des aventuriers, des voyageurs qui ont fait de la quête une partie intégrante de la tradition culturelle. Ils sont allés encore plus loin que l'horizon en utilisant leur imagination. Ils ne cherchaient pas seulement de la nourriture, de la sécurité et des terres, mais aussi des rêves, des idées et des désirs. L'espoir de trouver de la nourriture a poussé l'esprit à développer la capacité d'imaginer des festins, d'imaginer les maisons qu'ils auraient, d'imaginer les terres où ils vivraient. Et ils ont créé le paradis. Un lieu magique derrière le dernier horizon, un endroit idyllique, parfait en tout point. Le mot paradis vient de l'avestique Paeri Daisa, qui signifie autour des murs de terre, désignant un jardin artificiel entouré d'une muraille. Cela fait référence au jardin des anciennes civilisations de la région perse, des vergers protégés entre des murs désertiques, qui ont donné naissance à l'idée qu'au milieu du désert de la vie, on peut trouver une oasis d'abondance éternelle. Dans le monde physique, les nomades cherchaient ces oasis, tandis que dans le monde des idées, ils cherchaient à trouver cette oasis dans les cieux, l'oasis éternelle. C'est ainsi qu'est née la quête spirituelle, pour laquelle il y avait de nombreux chemins à parcourir, et chacun essayait de trouver la voie la plus directe vers cette source de vie. On associait Dieu à l'eau des oasis et des sources au milieu du désert, et son ciel, un lieu calme où règne la nourriture et la paix. Ces chemins ont donné naissance à des idées qui ont conduit aux religions, aux philosophies et aux sciences. Ces sentiers ont orienté la quête vers les arts, le monde intérieur, la technologie, la politique, la culture et la société. Tant sur le plan physique qu'émotionnel et mental, nous sommes devenus des chercheurs infatigables. À la recherche de la fin dans quelque chose d'éternel, c'est là que réside la capacité infinie de cette quête. Buskar vient des langues germaniques busk, qui a donné en anglais bush, buisson, et en espagnol le mot bosque, forêt. Buskar est un mot d'origine francophone qui est passé en espagnol via le catalan, remplaçant veler, qui donnait l'idée de veiller sur quelque chose, par boscare ou bosquear, qui signifiait parcourir une forêt à la recherche de quelque chose. En matière de chasse, les régions du nord de l'Europe étaient couvertes d'arbres, ce qui impliquait que pour découvrir la proie, l'animal ou les fruits, il fallait fouiller parmi les arbres. En anglais, le verbe est search, qui provient d'une mauvaise prononciation du verbe latin circus, signifiant autour, c'est-à-dire la périphérie de quelque chose, qui nous a donné les mots circundar, circular, circulo et circu, ainsi que un recerciar, qui signifie encercler à nouveau, et qui a donné en anglais research, faisant référence au fait d'encercler un périmètre pour analyser une zone. Donc la recherche est d'abord liée à un besoin, puis à une volonté. D'où partons-nous réellement pour chercher? Peu de gens partent de la volonté. La plupart partent du besoin. Pourquoi cela? Où comptes-tu arriver avec ta recherche? Je ne sais pas. Je pourrais te dire que mon but est de chercher à ce que la Terre trouve un système harmonieux, lui permettant de vivre en équilibre. Mais ce n'est pas vraiment un but, car la transformation est constante. Et toi, où veux-tu aller au-delà de l'humanité? À ce stade du chemin, je ne sais pas trop. Ou peut-être, c'est que je ne crois même pas qu'il y ait un endroit où aller. Bien, voilà la clé. Après tant de pas, tu t'en rends compte. Quand on cherche en sachant qu'il n'y a pas de destination, on cherche par volonté. Non pas pour trouver le fruit ou la proie, mais pour connaître chaque recoin de la forêt. Quand on cherche avec un objectif, en voulant arriver au bout des choses, ou avec l'élan de découvrir quelque chose pour satisfaire son corps, son âme ou son esprit,
On le fait par nécessité, car biologiquement, tu es programmé pour te rassasier, satisfaire tes besoins fondamentaux, ce qui implique d'atteindre une fin, un paradis. La quête que nous menons dans nos vies est conditionnée par les dictats familiaux, culturels, religieux et sociaux, et n'est généralement pas destiné à découvrir, mais à démasquer. Quelle est la différence? Lorsque tu découvres, tu le fais avec le facteur surprise de l'apprentissage, car tu retires ce qui recouvre quelque chose, sans chercher ce qu'était ce quelque chose, et cela génère donc de la surprise et de la compréhension. Dans le cas du démasquage, ce que nous vivons, c'est le besoin de découvrir quelque chose dans l'attente de voir ce qui se cache derrière, en considérant ce qui le recouvrait comme quelque chose de nuisible, comme un ennemi qui m'empêchait de le voir, comme vouloir blâmer la peau de la banane, de ne pas me laisser voir la banane. Et si la banane était flétrie ou verte, je passerai immédiatement à l'extrême de cette quête. À nier le résultat. Exactement. Nier, c'est l'action de rejeter la possibilité de quelque chose, la nullité d'un résultat, d'une origine ou d'un état. Ce que je cherchais m'a fait voir quelque chose que je n'étais pas disposé à voir. L'exploration du monde extérieur nous fait découvrir des choses qui sont déplaisantes pour nos illusions. Réfléchis-y avec quelque chose de très simple. Nous, les humains, recherchons la vérité, traitons les religions et les gouvernements de menteurs parce qu'ils nous cachent des vérités et nous trompent avec de fausses informations et de faux dieux. Et pourtant, à la maison, nous faisons croire aux enfants que le Père Noël vient à Noël, ou que la petite souris ou la fée des dents laisse de l'argent en échange des dents qui tombent, ou qu'il existe 3 rois mages qui apportent des cadeaux en échange de fourrage et d'eau. Ou, quand un enfant demande ce qui se passe, nous avons l'habitude de dire « rien, tout va bien », même si ce n'est pas le cas et que beaucoup de choses se passent. Quelle différence y a-t-il entre cette illusion que vivent les gens dans les premières années de leur vie et celle qu'ils vivent à l'âge adulte? Pourquoi nous sentons-nous offensés quand on nous dit que Dieu est un fantasme culturel humain, mais trouvons-nous amusant de faire croire à un enfant que le Père Noël existe? Je suppose que c'est pour l'illusion, pour préserver l'illusion des enfants, n'est-ce pas? L'illusion existe sans qu'il soit nécessaire de recourir à la tromperie et au mensonge. Peut-être que pour un adulte, l'idée de ce fantasme enfantin est une histoire ludique qui entretient l'illusion de l'enfance. Mais c'est pourtant la base qui montre comment toute tradition se transforme en trahison. Ce qui fera que sa vie sera remplie de tromperies et qu'il ne saura pas les distinguer, se laissant emporter par les religions, la politique et d'autres types de fantasmes sans pouvoir discerner. Tu comprends? L'illusion vit dans l'art, la lecture, les films, les expériences, les aventures, l'imagination créative et infinie, pas dans la tromperie et le mensonge. L'idée d'adopter ce genre d'attitude face aux enfants ne fait que nous conduire à construire une civilisation illusoire, faite de méfiance et de mensonges, dans laquelle une personne considérera qu'il vaut mieux un mensonge pieux qui rend tout le monde heureux que dire la vérité. Bien sûr, je comprends maintenant. Ce sont ces actions qui incarnent dans notre psychisme l'idée de faire croire un mensonge pour nous sentir bien, en vivant dans l'illusion, car ainsi nous nous sentirons mieux, en croyant à nos propres mensonges, qui sont parfois inconscients et non prémédités. Ainsi, lors de la recherche extérieure, nous nous heurtons à des vérités que nous ne voulions pas voir, et lors de la recherche intérieure, nous découvrons des aspects cachés de nous-mêmes que nous aurions préféré voir rester ainsi. Et c'est là qu'intervient le déni en tant que processus contre-productif. L'arbre t'empêche de voir la forêt. Oh, comment faire pour la voir? Tout d'abord en reconnaissant que la forêt est éternelle et qu'il n'y a pas de fin. Ensuite, en reconnaissant les choses que tu nies en toi et celles que tu nies dans le monde. Quels sont les mensonges auxquels tu croyais et qui t'ont déçu? Quels sont les mensonges auxquels tu crois encore et dont tu sais
qu'ils en sont? D'où pars-tu dans ta recherche? De la volonté ou de besoin? Sois sincère, car tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois seulement t'aider toi-même. Que cherches-tu ou qu'attends-tu du monde? Et que cherches-tu ou qu'attends-tu de trouver en toi? Nous sommes remplis de choses que nous nions en nous-mêmes et dans le monde. Quand nous disons « je ne suis pas comme ça », ou quand nous nions des situations du monde pour une question idéologique ou partisane, cela implique de faire un examen très approfondi et surtout de dépasser le stade du déni. Car comment savoir ce que tu nies si tu le nies? Les amis, c'est pour cela que nous avons de vrais amis. Profite de l'énergie des Gémeaux pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ce que tu ne vois pas en toi-même, tu le vois chez les autres. Et c'est pour cela que nous avons des amis. Pour compléter les regards que nous ne pouvons pas observer. Les vrais amis sont ceux qui, avec amour, pourront t'aider à voir ce que tu nies en toi. Et tu le sauras quand ta réponse sera « Je ne suis pas comme ça, je ne fais pas ça ». Prête attention à ces réponses, car c'est là que réside le mécanisme de réponse qui bloque la recherche intérieure, qui endort tes potentiels cachés dans la forêt. Ça a du sens, oui. Fais ta liste. Que cherches-tu et que nies-tu? Demande, explore, découvre. La clé de ce mois-ci est d'apprendre, de découvrir, d'étudier, de partager, de communiquer ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Je m'apprête à accepter ce que je nie et à m'ouvrir à une quête éternelle. La seule façon de te trouver toi-même.